messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 30 janvier à la une de l'actualité. Début de l'exploitation de la mine de Garage Villette, un projet structurant et stratégique encensé par la presse internationale. Les médias américains spécialisés évoquent un tournant faisant de l'Algérie un géant minier. Les détails dans quelques instants. Conférence de presse de la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, réitère son appel à la reconstruction d'un dialogue franco-algérien fondé sur le respect mutuel et évoque les attaques qu'elle subit de la part de certaines parties contre tout rapprochement entre les deux pays. Des sources de la télévision publique révèlent l'influence par la ministre d'origine marocaine Rachida Dati dans le documentaire à charge diffusé par France 2, une dérive journalistique reflétant la volonté de certains cercles à rompre tout rapprochement entre l'Algérie et la France. La grande mosquée de Paris entame son année de centenaire par une cérémonie solennelle mettant en avant mémoire, transmission et responsabilité. L'institution occupe une place historique et contemporaine auprès des musulmans de France. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Pas moins de 1450 tonnes de fer ont été transportées cette semaine depuis Tindouf vers Béchar pour un traitement primaire, puis vers le complexe Tocheli de Betiwa-Oran, et cela via le réseau ferroviaire minier. Il s'agit là d'une première cargaison marquant le début de l'exploitation de Garage Villette. L'important projet stratégique suscite les réactions au niveau international, la presse américaine notamment, qui ne tarit pas d'éloges sur ce projet. Ayadahou et Abela Sefta. Longtemps resté inexploité, le méga projet du gisement de fer de Garage Villette s'impose aujourd'hui comme un tournant stratégique pour l'économie nationale. Véritable chantier structurant, il suscite un intérêt croissant au-delà des frontières, attirant l'attention de la presse internationale et des centres d'analyse spécialisés dans le secteur de l'énergie et des minerais. Plusieurs médias américains n'hésitent pas d'ailleurs à qualifier le projet de Garage Villette de géant endormi, désormais en passe de jouer un rôle majeur sur l'échiquier minier mondial. Des groupes de référence mondiale spécialisés dans les données et l'analyse économique, comme le Bloomberg, estiment que le pays s'impose progressivement comme un acteur minier émergent, soulignant notamment que la mise en service de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garage Villette constitue un véritable changement de règles du jeu pour le secteur minier en Afrique du Nord. Le Wall Street Journal met en avant l'avantage concurrentiel que confère ce projet à l'Algérie, notamment vis-à-vis des marchés européens en raison de la proximité géographique et de la baisse des coûts de transport. De son côté, le média El Monitor considère que l'Algérie ne se limite pas à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire, mais qu'elle pose les fondations d'un pôle industriel stratégique, reliant la Méditerranée au continent africain. Pour le magazine Forbes, Garage Villette s'inscrit parmi les initiatives les plus ambitieuses sur le continent au XXIe siècle, incarnant un modèle d'investissement souverain structurant capable de transformer des ressources naturelles longtemps inexploitées en une valeur économique durable. La plateforme spécialisée Energy Capital and Power souligne que le corridor ferroviaire ouest représente la charpente logistique de la stratégie algérienne de diversification économique, pensée au-delà de la dépendance aux hydrocarbures. Enfin, la US Geological Survey considère désormais l'Algérie comme un acteur en montée en puissance sur le marché mondial du fer et de l'acier, estimant que le développement des infrastructures ferroviaires constitue la clé technique indispensable pour convertir le potentiel de Garage Villette en production industrielle effective. À travers ce projet, l'Algérie inscrit ses richesses naturelles au cœur d'une nouvelle dynamique économique, industrielle et géostratégique. À cette visite à Alger de la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal a répondu aux questions de la presse nationale et étrangère et a adressé un bilan positif de son séjour en Algérie. L'ex-ministre française a réitéré son appel à la reconstruction d'un dialogue franco-algérien fondé sur le respect mutuel. Elle a également évoqué les attaques qu'elle subit de la part de certaines parties. Ils sont contre tout rapprochement entre les deux pays. Amal Bouarba. Fidèle à ses convictions et avec un franc-parler assumé, Ségolène Royal a souligné sa ferme détermination en tant que présidente de l'association France-Algérie à œuvrer énergiquement pour lever tous les blocages
entravant les relations entre l'Algérie et la France. Interrogée sur la campagne d'acharnement menée par certains médias français, dirigée à la fois contre sa personne et contre l'Algérie, Ségolène Royal a affirmé que ces attaques émanant de partis bien connus visent à discréditer toute démarche de dialogue et de rapprochement entre les deux pays. Il y a le mépris pour une femme, ça n'a pas beaucoup changé, comme si la parole n'était pas légitime. Et puis enfin, c'est la peur de la vérité et de ma liberté de parole, vous voyez, et de me voir continuer à peser dans le débat politique. Mais c'est pas grave, parce que je vais vous dire une chose, c'est que c'est quand on voit justement qu'il y a des réactions de violence et de méchanceté qu'on se rend compte de la difficulté de la réconciliation. Et ça donne encore plus de force. Parce que cette réconciliation qui passe par la reconnaissance de ce qui s'est passé est facile à faire pour la France. Et c'est ça qu'ils savent, ceux qui ne veulent pas de cette réconciliation, de cette reconnaissance. Ils savent que c'est facile, parce que quand ils m'entendent, parce que j'apprends aussi des choses à ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, qui ne connaissent pas l'histoire, qui se disent mais qu'est-ce que c'est, qui sont pris justement dans cette vision négative des choses. À force de parler, vous savez, la parole c'est quelque chose de puissant si on l'utilise bien. Et c'est ce que j'essaye de faire en vérité, en transparence, en connaissance, en tranquillité. Abordant le dossier mémoriel, Ségolène Royal a affiché son optimisme quant à l'adoption d'un amendement parlementaire portant sur l'ouverture des dossiers concernant les essais nucléaires français dans le Sahara algérien. Le vote ce matin d'un amendement parlementaire sur l'ouverture des dossiers concernant les essais nucléaires dans le Sahara. Ça a été voté ce matin. Pareil, c'est un amendement, c'était en première lecture, mais enfin, c'est la première fois qu'un amendement parlementaire donne un délai de 6 mois au gouvernement pour communiquer toutes les informations sur les conséquences des essais nucléaires, parce qu'il y a encore des problèmes de santé publique. La présidente de l'association France-Algérie a qualifié sa visite de fructueuse, évoquant le cas du journaliste français Christophe Glaise. Elle a salué la décision prise par le ministre de la Justice, lui permettant de lui rendre visite. Le bilan est très constructif parce que les choses bougent. D'abord, par exemple, la visite à Christophe Glaise, c'est vraiment l'aboutissement d'une visite réussie, d'une part. Et ça, c'est important comme signal. Ça veut dire que quand on respecte, quand on a une parole de respect, d'humilité, de tranquillité et d'évidence, eh bien, je sais que le président et que le gouvernement algérien ne demandent qu'à renouer ce dialogue précisément pour régler les questions en suspens. S'engageant à faire avancer le partenariat bilatéral et à construire des relations économiques positives, Ségolène Royal a fait état de son intention de saisir le président du MEDEF afin d'effectuer une visite en Algérie. Et toujours à propos des relations entre l'Algérie et la France, les attaques médiatiques françaises sont récurrentes ces derniers mois. Elles ne se limitent plus aux médias d'extrême droite. Le service public a diffusé récemment un documentaire à charge, une dérive journalistique reflétant une lutte politique et une influence claire visant à rompre tout lien entre les deux pays. Parmi ces visages, la ministre d'origine marocaine Rachida Dati, connue pour son implication dans de nombreuses affaires de corruption. Huda Louaba et Amela Sefta. Selon plusieurs analystes, les relations entre certains responsables politiques français et le traitement médiatique de dossiers internationaux soulèvent désormais des interrogations sur l'indépendance éditoriale du service public audiovisuel. Dans ce contexte, le nom Rachida Dati, ministre française de la Culture et candidate à la mairie de Paris, est cité dans plusieurs affaires judiciaires en cours liées à la corruption, dossier actuellement entre les mains de la justice française. Coup de théâtre dans l'affaire Dati. Le domicile de l'actuel ministre de la Culture a été perquisitionné, des opérations sont encore en cours. La ministre de la Culture était déjà la cible d'investigations judiciaires et qui vont lui valoir d'être jugée pour corruption en septembre prochain dans le cadre de l'affaire dite Renault. Dans une enquête diffusée par la télévision algérienne intitulée « France, médias et propagande », il a été révélé que Rachida Dati figurait parmi les responsables directs de la diffusion sur France 2 de mensonges et d'affabulations inclus dans ce contenu hostile à l'Algérie et ce conformément à ses orientations.
Selon ses sources, Rachida Dati ferait partie des responsables ayant validé ou orienté le contenu diffusé récemment sur la chaîne publique France 2, contenu jugé inexact et préjudiciable à l'Algérie. Ces mêmes sources évoquent des instructions ayant conduit à la diffusion d'informations erronées, ce qui relance le débat sur la responsabilité politique dans la ligne éditoriale de certains programmes du service public français. Rachida Dati, d'origine marocaine, est présentée comme une figure nourrie par des circuits financiers troubles et des arrière-plans politiques importés du Marzen, au service d'agendas étrangers hostiles à l'Algérie. Une trajectoire marquée par des pratiques opportunistes héritées de logiques de prédation politique et médiatique. Une ministre ne peut pas rester en fonction en étant renvoyée en correctionnel pour corruption. Et donc je pense que ça relève de la responsabilité du Premier ministre et du Président de la République. Mais c'est incompréhensible pour les gens qui bossent, qui perdent leurs impôts, etc., d'observer qu'on peut être renvoyé au tribunal, ça veut dire passer en procès pour corruption. L'audiovisuel public français serait, selon ses analyses, utilisé comme un levier de communication politique, notamment dans un contexte de concurrence électorale interne. Cette situation met en lumière les tensions persistantes autour de la couverture médiatique de l'Algérie et pose la question du respect des principes d'objectivité et de neutralité dans le service public de l'information. BMS, vents forts qui continueront de souffler jusqu'à dimanche dans les 4 coins du pays. Ces vents parfois en rafale pourraient dépasser les 100 km/h selon un bulletin de niveau de vigilance orange. Restez donc prudents et limitez vos déplacements où nécessaire. Météo Algérie annonce également des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées de chutes de grêle. Ces précipitations pourraient atteindre ou dépasser localement 50 mm sur les régions côtières, indique le bulletin météo spécial. Et pour tout signalement et demande de secours, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent sur votre écran. Et lance-affaire dans de nombreuses wilayas pour effacer les stigmates des dernières intempéries à Tlemcen. Les violentes rafales de vent ont entraîné la chute d'arbres sur plusieurs axes routiers. Les équipes communales et la protection civile sont intervenues rapidement pour les sécuriser. Le constat d'Amin Massoudi et Sami Dakhil. Dans la région de Bni Boublen à Tlemcen, le long de la route nationale numéro 22, l'ensemble des services concernés s'est mobilisé pour éliminer les dégâts provoqués par la violence des rafales de vent. Nous sommes intervenus avec l'ensemble de la commune dûment équipée sur la route nationale 24 reliant la ville de Mansoura à la commune de Chatouane. Sur place, il y avait un arbre arraché qui constituait un danger pour les usagers de la route, ce qui a nécessité une intervention immédiate afin de sécuriser l'axe routier. Face à l'intensité des vents ayant touché la wilaya de Tlemcen, les équipes de la protection civile ont été déployées dans plusieurs zones afin de sécuriser les lieux et prévenir les citoyens de tout danger. À la suite de ces intempéries, plusieurs arbres sont tombés dans différents secteurs, au quartier des Martyrs ainsi qu'au village de Letcheref, dans la commune de Marnia. Des chutes d'arbres ont été signalées. Un autre arbre s'est également effondré sur la route nationale numéro 7, précisément sur l'axe menant vers la commune de Bni Mostar à Mansoura. Des incidents similaires ont été enregistrés dans la ville de Hnaya, sur la route numéro 98 reliant Hnaya à Znata, provoquant d'importants embouteillages au centre-ville d'El Hnaya et plus précisément dans le quartier de la Somaa. Nos équipes sont également intervenues pour retirer 2 arbres qui avaient coupé certains fils électriques. Alors que les intempéries se poursuivent, la vigilance demeure maintenue, en particulier pour les usagers de la route qui sont appelés à redoubler de prudence face à ces perturbations météorologiques. À Gaza, 4 Palestiniens ont été tués ce vendredi matin par l'entité sioniste au corps de Benrazi et Khan Younes. Les attaques de l'occupant se poursuivent malgré la trêve en vigueur et les Gazaouis vivent une situation humanitaire dévastatrice. Au moins 100 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë. Des centaines de milliers d'autres sont dans le besoin urgent d'avoir accès à un abri décent pour se protéger de la rudesse de l'hiver. Les Palestiniens manquent de tout à cause notamment du blocus sioniste, nous dit Walid Bennis. À Gaza, la crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. Après plus de 2 années de guerre, la population palestinienne lutte pour sa survie. Confrontée au froid hivernal, à la faim et à l'effondrement total des conditions de vie dans un territoire toujours soumis à de lourdes restrictions. De retour d'une mission dans la bande de Gaza, 2 hauts responsables des Nations Unies dressent un constat alarmant. Malgré une reprise timide de l'aide alimentaire,
la situation reste critique, notamment pour les enfants. Selon les estimations onusiennes, près de 100 000 d'entre eux souffrent de malnutrition aiguë et nécessitent des soins de long terme. On se réveille sous l'eau. Ces tentes ne servent à rien. Le vent les emporte d'un endroit à un autre. Dans ces camps improvisés, l'hiver accentue encore la détresse. Des familles entières vivent dans des conditions inhumaines. En plus du froid, au moins une dizaine d'enfants sont morts d'hypothermie. La situation est très difficile, il fait très froid. Les gens sont contraints de recourir à des alternatives comme le plastique et le bois pour se réchauffer, mais cela reste coûteux et souvent inaccessible. Face à l'ampleur du drame, la Ligue arabe appelle à une pression internationale pour mettre un terme à l'agonie des Palestiniens. Le secrétaire général des Nations Unies a souligné ce vendredi la nécessité d'appliquer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de passer à la deuxième phase de l'accord, selon Antonio Guterres, ce qui implique le retrait total des forces d'occupation sioniste et l'ouverture de la voie à la mise en œuvre de la solution à deux États. Au Maroc, les opérations de démolition se poursuivent, dépossédant des centaines de Marocains de leurs habitations et leurs commerces. Beaucoup se retrouvent sans abri et sans source de revenus, plongés dans une situation de précarité et de pauvreté. Sami Dakhli. Ils sont en train de nous priver de nos biens, de détruire nos maisons. Où sont nos droits ? Malgré les dénonciations répétées des associations et des organisations de défense des droits de l'homme, la situation sociale au Maroc reste préoccupante. Les opérations de démolition se poursuivent dans plusieurs régions, laissant de nombreuses familles sans toit. Une réalité qui ne fait qu'aggraver la précarité et prive de nombreux citoyens de leurs droits fondamentaux. On m'a privé de mes biens. J'ai le droit, comme tout le monde, de bénéficier d'un logement. Me retrouver à la rue n'est ni normal ni acceptable. Quand une personne n'a ni famille, ni moyens, ni alternative, lui demander de partir revient une injonction irréaliste et profondément injuste. Où va-t-elle dormir ? Dans la rue ? Dans une station ? Mon mari est mort, il m'a laissé sans ressources. Je n'arrive même pas à subvenir à mes besoins. Des abris de fortune qui ne sauraient constituer une norme de vie traduisent l'absence criante d'infrastructures adaptées, une situation qui accentue la détresse des familles, laissant sans réelle protection. Ces images frappantes relèvent une réalité sociale brutale qui s'impose chaque jour à une partie de la population. Les citoyens se sont retrouvés à la rue. Certains d'entre eux sont malades, sans ressources. C'est dur pour nous de surmonter cette épreuve. Nous ne savons plus quoi faire. L'eau a tout emporté. Et il ne reste plus que moi, mon mari et ma fille qui étudient à l'université. Les Marocains ne savent plus à quel saint se vouer. Se retrouvent aujourd'hui dans une profonde incertitude. La rue ne décolère pas et les contestations se poursuivent dans plusieurs secteurs. Après avoir été ignorés et confrontés à la répression, ces citoyens ne trouvent plus de refuge dans leur propre pays. Retour en Algérie, on va à Annaba qui enregistre une importante dynamique économique. Pour l'accompagner, une campagne de reboisement massif a été lancée avec la réhabilitation de pistes et routes montagneuses, s'étalant sur une superficie de 75 000 hectares. Hassan Betatla et Anis Chir. Le secteur forestier de la wilaya d'Annaba joue un rôle économique et environnemental important dans l'est du pays. Les forêts couvrent une superficie de près de 73 000 hectares.
À titre d'exemple, la forêt dite d'Our s'étend sur environ 40 000 hectares comprenant des essences variées comme le chêne-liège, le gêtre et l'eucalyptus. Plus de 80 000 arbres ont déjà été plantés. Cette action s'inscrit dans une campagne nationale de reboisement visant les 5 millions d'arbres. Un programme public d'investissement a été mis en place. Ce dernier prévoit l'aménagement d'environ 100 km de routes et de pistes forestières sur une superficie totale de près de 75 000 hectares. Dans le cadre de l'exploitation durable du patrimoine forestier, des contrats de concession ont été signés avec des investisseurs privés. Ces partenariats visent à développer certaines zones forestières pour des usages récréatifs et de loisirs. Cet espace de loisirs offre un cadre agréable pour les familles et les citoyens, avec des espaces de jeu, des animaux, tout le nécessaire pour passer un bon moment. Ces efforts locaux rejoignent une stratégie environnementale globale qui inclut la prévention et la lutte contre les incendies de forêt. En 2025, cette stratégie a permis de réduire de 90% les superficies forestières touchées par les incendies. Et on termine notre journal avec cette cérémonie marquant l'année du centenaire de la Grande Mosquée de Paris, une institution qui occupe une place historique et contemporaine auprès des musulmans de France. Mémoire, transmission et responsabilité étaient au cœur de la soirée et les vœux du recteur de la mosquée. Correspondance de Afaf Belhouchet. Sous les arcades de la Grande Mosquée de Paris, l'architecture devient écran. Une cérémonie solennelle s'ouvre devant un parterre d'invités officiels, ambassadeurs, élus, responsables religieux et figures culturelles. Ce mardi soir, les vœux du recteur marquent bien plus qu'un rendez-vous protocolaire. Ils ouvrent officiellement l'année du centenaire de la Grande Mosquée de Paris. Ici, dans ce beau patio de la Grande Mosquée de Paris, dire à tous les jeunes de confession musulmane, vous devez être fiers de ce que vous êtes, vous devez être fiers de vos aïeux. Et même si aujourd'hui nous sommes les mal-aimés, je suis persuadé que dans 100 ans, lorsque nous fêterons les 200 ans de la Grande Mosquée de Paris, on se dira, mais les anciens, ils ont vécu des périodes très difficiles comme nous pensons, notamment à nos chouhadas, nous pensons à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour que le peuple vive. Eh bien, à ces jeunes, soyez fiers d'être musulmans. Mémoire des hommes et des femmes qui ont façonné ce lieu, mémoire aussi d'une présence musulmane ancienne, enracinée dans l'histoire française. À travers les images d'archives projetées, la mosquée rappelle ce qu'elle est depuis près d'un siècle, un espace de prière, mais aussi un lieu de refuge, de culture et de dialogue. 100 ans, c'est toute une histoire, une part d'histoire de notre humanité et de notre vivre ensemble. Alors que les défis qui attendent l'humanité et qui attendent nos enfants et nos petits-enfants, c'est plutôt de leur donner la possibilité de vivre ensemble en paix. Dans un contexte marqué par les tensions et les fractures, les paroles appellent à une responsabilité collective, former, transmettre, éduquer. La spiritualité comme levier d'apaisement et non de repli. L'atmosphère de la soirée mêle recueillement, silence et images monumentales projetées sur l'architecture même du lieu. Mais aussi, à l'heure où l'immigration est souvent mise en accusation, cette cérémonie ravive une mémoire plus ancienne, celle du sang versé par les ancêtres de l'immigration. L'histoire de Français musulmans, trop souvent restés dans les angles morts de notre histoire, dont la présence est pourtant ancienne, profonde, mais encore trop souvent mal comprise. Un message porté également par le recteur qui replace la Grande Mosquée de Paris dans le temps long. Née en 1926, elle est aujourd'hui la seule grande mosquée au monde issue directement de l'histoire européenne. Le centenaire s'annonce d'ailleurs comme un temps de réflexion, mais aussi de visibilité pour les musulmans de France. Pour nous, la génération qui sommes nés en France, c'est fabuleux. C'était là où on se donnait des rendez-vous, on évoquait nos projets. La mosquée de Paris, c'est là où j'ai aussi réalisé mon premier documentaire Femmes d'Islam. D'abord, l'engagement historique des musulmans pendant la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que cette mosquée a été évoquée. Puis c'est 100 ans de magnifiques histoires de rencontres entre Paris, la France et les musulmans de France et du monde entier. C'est un lieu patrimonial exceptionnel. Et donc ce centenaire, ça va être une magnifique fête de rencontres, de culture et de solidarité et aussi de fraternité. Un lieu qui rassemble au-delà des appartenances, un lieu qui interroge aussi la place des musulmans dans la société française contemporaine. À l'aube de ses 100 ans, la Grande Mosquée de Paris affirme une ligne claire, celle d'un islam enraciné, ouvert, fidèle à ses valeurs spirituelles et pleinement inscrit dans l'espace républicain.
Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.